D'abord, je veux vous saluer, mesdames et messieurs, les élus et les élus de mon cœur, puisque je trouve absolument surnaturel de voir un samedi matin où il y a du soleil, autant de personnes qui se sont trompées en écoutant ou en lisant la météo. Ils ont cru qu'il allait pleuvoir, ils ont dit on va venir ici se réfugier et se mettre à l'abri. Et en fait, c'est une profonde erreur, il fait très beau. Le marketing de la fac de droit est absolument immense. Et je veux donc vous dire que je me sens très à l'aise pour être proche de vous et sans artifice, vider mon esprit pour ce qu'il peut produire un samedi matin. Je ne suis pas un homme du matin. Mais quand même, j'ai assez de concentration encore pour vous remercier, cher Président, vous, Madame, et vous, Madame, le Collège méditerranéen des libertés, de vous être unis pour rassembler une communauté d'inquiétude, d'espoir et sans doute aussi de quelque bonheur autour de la question européenne. Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre. C'est de ceci que je suis venu vous entretenir, en commençant par vous dire de façon inconditionnelle que, de même que vous ne pouvez pas envisager votre corps sans un flux de sang régulier, interminable, qui ne se termine pas, on ne peut pas envisager vivre en liberté sans la protection bienveillante, organisée de l'Europe. L'Europe, mesdames et messieurs, n'est pas un projet politique au sens vulgaire où les décennies que nous venons de vivre, ne serait-ce que dans notre pays, nous ont habitués, ont essayé de nous acclimater à ce terme. Mais les gens qui pensent à l'Europe comme un horizon, comme quelque chose qui les rend plus forts et plus certains dans leur propre certitude, je veux parler de la civilisation, ces gens n'envisagent pas, nous n'envisageons pas notre vie dans un pays renfermé derrière ses murs, ses frontières, ses barricades. D'ailleurs, l'histoire nous a enseigné que les murs sont contournables, que les barricades se renversent, que les frontières bougent. Où en sommes-nous réellement? Ceux qui ont fondé l'Europe, je le disais devant vous, cher Gilles, hier à Avignon, on n'a pas bien compris la profondeur de ce qu'ils ont voulu dire. Quand ils ont dit « plus jamais ça », il ne s'agissait pas uniquement de retrouver une paix civile, l'absence de guerre, le dépôt des armes, l'ouverture des camps. Il s'agissait de quelque chose qui, philosophiquement, avait été menacé de destruction, qu'on appelle aujourd'hui, parce que nous avons peur des vrais mots actuellement, le bien vivre ensemble, qu'il faut un pléonasme pour décrire ça. Il n'y a pas un mot assez précis et assez fort, très probablement. Mais ce bien vivre ensemble, en fait, c'était de se protéger à l'intérieur de murs qui n'existent pas et cependant surveillent, je dirais presque d'un cercle. C'est la civilisation telle que les Européens de ce continent, hérités d'ailleurs largement du bassin méditerranéen, madame, ont appris à vivre, c'est-à-dire le mode de civilisation, la base de notre culture, dont sont déduits nos systèmes politiques. On dit souvent que la politique a produit une culture. Ce n'est pas vrai. C'est la culture, le champ culturel, l'héritage qui a confectionné tant bien que mal à travers des révolutions, à travers des dénis, à travers des avancées, à travers des batailles positives, qui a construit les systèmes politiques dans lesquels nous vivons, que nous appelons démocratie, et qui sont d'abord nourris de toute la pensée et de toute l'expérience, positive et négative, de siècles et de siècles, bien plus que 20 d'ailleurs, bien plus que 20. Les fondateurs de l'Europe, en disant plus jamais cela,
voulait se raccorder, comme on dit se brancher maintenant, se brancher une prise, à cette longue lignée de batailles et de conquêtes intellectuelles et spirituelles, car il ne voulait pas être détruit. Nous venons des sapiens, et naturellement le continent européen fut un des premiers domaines où cette espèce s'est installée. Et nous sommes devenus sapiens et avons d'une certaine manière poussé au désespoir et à l'extinction les deux autres, parce que nous avons fait une expérience unique, la révolution cognitive. Qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un a eu une expérience, s'il la garde pour soi dans une communauté, ces gens vivaient en communauté de 12, 20, maximum 100 individus, femmes, hommes et enfants. Ceux qui ne transmettaient pas leur expérience à leurs voisins ont disparu. Ceux qui ont fait la révolution cognitive ont survécu, c'est nous. Nous en venons. Et c'était très important parce que si vous alliez au bord du fleuve et que vous vous faisiez croquer la moitié d'une jambe par un gnou ou une chose comme ça en Afrique, il fallait expliquer aux voisins, ne faites pas ça, n'allez pas là, ne va pas là, c'est dangereux. Et c'est ainsi que la science humaine a commencé à répandre son savoir comme l'eau descendant d'une montagne irrigue les plaines. Nous venons de là. À partir du milieu des années 20, une idéologie absolument folle, née dans le cerveau de quelques détraqués, psychologiquement malades, psychiquement malades, s'est répandue sur un peuple malheureux qui s'appelle l'Allemagne, qui souffrait beaucoup, et le peuple, égaré comme un troupeau aveugle, s'est jeté dans cette idéologie pour essayer de trouver un destin meilleur. On sait ce qu'il en fut. Comparaison n'est pas raison. Cependant, les mêmes plats dégagent toujours les mêmes odeurs. Faites cuire une mauvaise pensée, elle ressemble à une viande trop rôtie et vous la reconnaîtrez à distance. Mais à force d'être chatouillé par des effluves nauséabondes, notre pays, la France, d'autres pays, l'Allemagne, la Hongrie, la Tchéquie, un peu la Slovaquie, pas encore tout à fait la Slovénie, mais déjà les Pays-Bas, la Grande-Bretagne elle-même, mère des parlements et des démocraties, un pays qui a vécu en si bonne entente, en si bonne harmonie avec son système politique, qui, vous le savez, n'a même pas une constitution écrite, tout est dans la pratique et la pratique est respectée. Ces odeurs nauséabondes nourrissent notre inquiétude, notre découragement, et c'est un sursaut d'espoir, une sorte de printemps de l'âme que je veux vous inciter à vous rassembler, à l'accaparer, à militer pour la défense de ce qui fait l'essence, la beauté du genre humain, c'est-à-dire ces rassemblements de femmes et d'hommes de bonne volonté qui, tout le temps, à travers l'histoire, ont repoussé les murs de la violence. Parce que la paix, l'harmonie entre nous, entre communautés et entre groupes de nations, n'est pas la vocation naturelle du genre humain. La vocation naturelle du genre humain, c'est la bataille, c'est la convoitise. Mais ce qui fait que la bataille et la convoitise ont reculé, et notamment en Europe, qui est un continent dangereux de tout temps, c'est parce que la civilisation, c'est-à-dire l'esprit, le cerveau, l'autrui, l'altère, a enrichi et je dirais calmé, modifié ou enrichi, activement parlant, nos comportements. La paix, c'est comme le barrage dans le haut d'une rivière. Ce sont des gens qui sont adossés au barrage pour qu'il ne craque pas, qui est sa vocation naturelle. Et dans cette salle ce matin, j'aurais le sentiment d'avoir un peu remboursé tout ce que j'ai reçu de ce pays personnellement, depuis la plus tendre enfance, depuis bébé, si en sortant je vous avais persuadé, et je vous le dirai en fin d'exposer tout à l'heure, que vous avez entre vos mains, vous êtes les derniers à posséder entre vos mains la ressource fondamentale pour renverser la vapeur nauséabonde qui nous inonde. Plus jamais cela, ça voulait dire
plus jamais revoir cette tentative de destruction de notre civilisation.